Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, un épisode qui vient ouvrir notre série de post-mortem, ces épisodes pendant lesquels on fait l'autopsie des équipes éliminées en play-off. Mais avant ça, aujourd'hui on va s'intéresser à ces équipes éliminées durant le play-in. Elles sont 4 et on va justement faire l'autopsie de ces 4 équipes aujourd'hui. Avant ça, pour vous présenter l'équipe qui était avec moi aujourd'hui, c'est mieux dans ce sens-là. Les mots, d'abord, l'homme qui, malgré une équipe qui mène 3-0, malgré une équipe qui a marché sur la saison régulière, continue à nous mettre en avant ses réticences quant à la possibilité que cette équipe, à savoir OKC, gagne le titre. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Clippers in 6, hein, j'ai envie de dire. Clippers in 6, bon, ça fait pas plaisir, hein, mais c'est plus Lakers in 5 à ce niveau-là, c'est Clippers in 6, hein, vu le niveau de jeu affiché par OKC lors du match 3. Non, mais bonjour à tous, c'est vrai que bonjour à toutes et à toutes d'ailleurs, parce que je ne le précise jamais, mais il y a peut-être des auditrices qui nous écoutent. Alors, il y en a de plus en plus. Ah bah tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire tant mieux. Bientôt le Dunk Hebdo WNBA qui va arriver. Non. Mais il y aurait des trucs à dire en WNBA. Bref, je divague déjà. Non, mais effectivement, mes réticences vis-à-vis d'OKC. Effectivement, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de ne pas être disponible pour faire le débrief du match 3 sur la chaîne Wear Thunder France, parce que sinon j'aurais râlé. J'aurais râlé comme d'habitude. Donc mes comparses ont été plus positifs que moi. Matt, il n'y a pas de débrief de playoff à faire sur 76 à l'heure actuelle, mais il y a plutôt des débriefs de prospects. Comment ça va, C'est Matt? ça, ouais. Attends, Ça va ils très l'ont pas bien. encore le pic. Oui, Oui, c'est attention, vrai. faut Mais pas bon. jinxer tout ça. Mais bon, Philly à la loterie, Ah, je sais pas. Hein. ça devrait On aller. espère avoir Pour plus de donner le chance qu'en pic à playoff, en Oklahoma tout cas. City, pas sûr de ça. Non, bah ça va, c'est vrai que ça fait bizarre de plus avoir de playoff du côté de Philly, parce que ça faisait un moment qu'on s'était habitué, même si à chaque fois on est toujours déçu avec Annie. Mais au moins on jouait les playoffs. Bon là, il n'y a plus rien, mais bon, c'est pas plus mal. Au moins les nuits se passent bien. On dort bien. Effectivement, c'est vrai, de la déception. On ne sait pas ce qu'il y a de pire. Hein. D'un côté, oui, il y avait C'est des ça. espoirs qui étaient un peu déçus, mais de l'autre, là, ça fait une fin de saison un peu... Alors, n'ayant pas d'équipe, je ne sais pas comment le vivre, mais moi, je pense qu'une saison qui s'arrête à la fin de la saison régulière, ça doit être un peu... Même si tu sais à ce moment-là que c'est terminé, ça doit être un peu morose comme fin. Parce que quand tu vas... C'est faux de dire que t'as pas d'équipe, on en parle dans cet épisode-là. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est On va en ton parler. équipe. C'est mon équipe. Eh bien, dans cet épisode, justement, comme je l'ai dit, on va parler de 4 équipes. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme vous le répète à chaque fois, sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Encore une fois, on l'a dit à l'occasion de l'épisode sur OKC, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, mais merci beaucoup pour votre soutien pendant ces 2 semaines de podcast quotidien. On a oblitéré nos records d'écoute sur les plateformes de podcast. Enfin, en gros, là, au 15 du mois, on avait déjà battu notre record d'écoute sur un mois, donc le 15 du mois, donc c'était absolument extraordinaire. Donc merci beaucoup pour votre soutien, mais le marathon n'est pas terminé puisqu'on ouvre, comme je l'ai dit, le chapitre des post-mortem juste après la pause. Alors vous le savez, ces épisodes post-mortem, un peu comme les épisodes Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, suivent tous une trame définie. Cependant, comme on est sur un épisode où on va parler de 4 équipes, la trame va être un peu retravaillée. On va se poser à chaque fois 3 questions. La première, c'est où en est l'équipe dans son projet. La deuxième, c'est le dossier de l'intersaison. La troisième, c'est comment sortir du play-in. On va commencer rapidement en parlant de Chicago. Alors, on risque de faire un peu plus court sur Chicago parce que vous en avez parlé, Constant, avec Tom, Adrien, notre fan de Chicago, et Greg la semaine dernière dans ce épisode où vous avez également parlé des trophées. Donc, on invite ceux qui l'ont raté à aller l'écouter. Matt, je vais commencer avec toi. Avec la première question, je l'ai dit, où en est l'équipe dans son projet? Donc après cette saison qui, vous l'avez dit dans le dernier quart du 4 quarts, a été plutôt positif sur la fin, ils en sont où dans ce projet? Matt, les Bulls, je vais y arriver à lancer cette question. Moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu partis dans un projet de reconstruction. Alors dans la conférence S, ils ont été un peu forcés d'être en play-in parce que derrière c'était tellement mauvais qu'au final ils ont été forcés de jouer le play-in. Je salue mes petits Sixers, c'est à cause d'eux que je pense qu'ils ont joué le play-in, mais du coup il y a eu le trade de Zach LaVine qu'on attendait depuis longtemps, du coup qui a eu lieu face à une équipe de Sacramento qu'on parlera plus tard. Mais j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Bulls sur la fin. En tout cas, on a fait confiance un peu aux jeunes. Il y a eu un peu une nouvelle identité qui a été créée où beaucoup de jeux de transition, à
Ayo Dosunmu, bon, Patrick Williams, c'était beaucoup moins beau, Lonzo Ball qui revenait un petit peu, puis Josh Giddey sur ces derniers mois, est-ce que c'est son nouveau contrat qui fait qu'il a joué aussi bien, on le saura plus tard, mais en tout cas, il a fait une bonne dernière partie de saison. Matas Bouzelis aussi, que j'ai bien aimé, donc par rapport à l'an dernier, même si c'est toujours le même résultat, c'est toujours le play-in, j'ai l'impression quand même qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, j'ai un sentiment plus positif sur Chicago. Il y a en plus beaucoup de contrats qui vont se finir. Vucevic, il est sur un contrat finissant. Kobe White, il y aura une extension là qui va arriver. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de jeunes où il y aura des extensions, des contrats qui se finissent. Mais en tout cas, on est sur une masse salariale qui commence à se dégraisser et on est plus sur un projet de jeunes et de reconstruction. Donc je trouve que c'est plutôt positif en tout cas par rapport à ça. Constant, si tu t'en souviens, enfin non, tu t'en souviens forcément, t'es le mini-goat. On avait fait un épisode reconstruction il y a quelques mois avec une tier list des reconstructions et on avait notamment débattu de Chicago avec la question où en était Chicago. Est-ce que ta réponse, elle a évolué depuis cet épisode? Non. Non, pourquoi elle n'a pas évolué? Parce que, comme d'habitude, quand on parle de reconstruction, j'ai envie de dire que ton niveau d'avancement dans ta reconstruction s'évalue au niveau du niveau, justement, de ton meilleur joueur. Ah, pour le coup, ils sont toujours dans cette espèce d'entre-deux. Je rejoins Matt et c'est très intéressant que Matt souligne le fait que tu termines la saison avec un goût un peu plus positif que celui que tu avais quand tu as conclu la saison l'an dernier. Et c'est un peu le leitmotiv, j'ai envie de dire, pour ces Bulls. Ce sera le leitmotiv pour l'équipe d'après. C'est que tu as la notion d'espoir, on va dire, qui vient un petit peu se distiller dans l'esprit des fans. C'est-à-dire que tu passes d'une équipe qui l'an dernier fait play-in avec tes meilleurs joueurs qui sont Demar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic à être une équipe qui, certes, fait le play-in, mais où tes meilleurs joueurs, c'est toujours Nikola Vucevic, mais t'as Josh Giddey, t'as Kobe White, t'as Matas Bouzelis, enfin tu commences à avoir des jeunes, on va dire que les jeunes commencent à prendre un peu plus de responsabilités et c'est plus optimiste, on va dire, d'être une équipe qui joue le play-in grâce à tes jeunes que d'être une équipe qui joue le play-in grâce à des joueurs d'une trentaine d'années ou qui ont passé leur 10e saison en NBA. Donc au niveau de l'avancement de la reconstruction des Bulls, non, je peux pas dire qu'ils ont avancé, je peux pas dire qu'ils ont changé de catégorie. Déjà parce que j'ai beaucoup de réticence sur la capacité de Josh Giddey à évoluer au niveau qu'a été le sien post All-Star Break. Et puis encore une fois, quel est le centre du projet? Quel est le joueur un petit peu vitrine? C'est ce que j'ai dit quand on a fait le 4K. Ils ont beaucoup de joueurs que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kobe White, j'aime beaucoup Ayo Dosunmu. Même Trey Jones, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais c'est des joueurs qui sont des joueurs utiles, j'ai envie de dire, mais c'est pas des role players, mais c'est pas des vitrines de ta reconstruction. Donc pour l'instant, les seules vitrines de ta reconstruction, c'est le trio Kobe White, Josh Giddey et Matas Bouzelis. T'en as deux qui sont dans leur deuxième contrat et t'en as un qui est quand même très très loin d'être une vitrine. Donc en l'état, ils ont pas bougé. Oh, je vous rejoins globalement, ils recherchent leur précieux. Ils sont encore dans cette notion on en parle souvent, de centre de ta reconstruction, qui est pas forcément ton futur meilleur joueur, mais en tout cas le joueur autour duquel tu vas bâtir une politique. Ils l'ont pas encore. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont peut-être plus d'espoir, et je pense qu'Adrien serait d'accord avec nous si on fait ce constat-là, et ça rejoint ce que vous avez dit, ils ont plus d'espoir sur les joueurs qui vont accompagner le précieux qui tarde à arriver, qui a peut-être 3 mois de ça, tout simplement. Les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le dossier de l'intersaison, c'est le contrat de Josh Giddey? Ah ouais. Et le trade de Nikola Vucevic aussi. L'Arlésienne, effectivement. Ouais, mais l'Arlésienne, mais avec un an de contrat restant, plus la saison de Nikola Vucevic. C'est-à-dire que c'est pas la même que l'été dernier, où il lui restait 2 ans de contrat, où il sortait d'une saison qui était pas tip-top. J'ai même envie de dire la gestion du cas Patrick Williams, parce qu'il y a encore 18 millions sur les 2 prochaines années, et vu le niveau de jeu affiché, c'est mort, hein, on va être très honnête, c'est mort pour essayer de trouver quelque chose que tu peux faire de Patrick Williams. T'as le cas Zach Collins aussi qui prend 18 patates, mais bref, je trouve que c'est vraiment le... Je dirais rien sur Zach Collins, je vous l'avais dit. Ça fait 2 ans, hein, Zach Collins, qu'on en parle. On en avait déjà parlé quand on avait fait la preview des Spurs l'année où Embiid est drafté. On avait dit Zach Collins, on n'était pas très fan. Mais oui, effectivement, le sujet de l'été, c'est la prolongation de Josh Giddey, puisque Josh Giddey, comment tu vas juger sa saison? Les prétentions salariales du joueur vont être assez conséquentes. Hein. Si on regarde un petit peu des porteurs de balles, ou en tout cas des joueurs de sa cuvée de draft ou pas loin, qui ont eu des extensions ces dernières années, si vous regardez, Jalen Suggs a pris 150 sur 5, Emmanuel Quickley a pris 170 sur 5, Jalen Green a pris 98 sur 3, enfin...
Voilà, il faut comparer avec ce qui a été fait par le passé ou ce qui a été fait par des joueurs qui sont plus ou moins dans les mêmes eaux en termes de production statistique et en termes de QV de draft. Je pense que Josh Giddey, avec ce qu'il a montré sur l'intégralité de la saison, j'en ai parlé dans le 4 quarts, mais quand même progression en scoring, un peu plus de provocation de lancer et surtout son énorme stretch sur les 2 derniers mois, je ne suis pas surpris si on est sur un contrat à la Jalen Green, que ce soit en durée ou que ce soit en termes de montant. C'est-à-dire que tu as quand même une équipe qui, du côté des Bulls, je pense que tu as envie de miser sur lui. Mais est-ce que tu as vraiment envie de miser sur lui sur 5 ans à, je ne sais pas moi, 25% du cap ou 20% du cap à peu près si c'est à Jalen Green? Je suis pas convaincu. Et je pense que Josh Giddey a envie lui aussi d'avoir une belle contribution salariale tout en se donnant un petit peu plus de liberté. Donc ouais, le contrat de Jalen Green, c'était on va dire historique parce que c'était assez rare d'avoir un joueur très haut drafté qui est prolongé à un aussi gros montant sur une durée aussi courte. Mais on peut avoir ce schéma qui se reproduit avec Josh Giddey. Dans tous les cas, on est très loin des prétentions salariales qu'il aurait pu avoir à OKC, qui auraient été drastiquement réduites à la baisse. Là, pour le coup, je suis très surpris si Josh Giddey prend pas au moins 16 ou 17% du cap, donc on est aux alentours des 25-26 millions. Est-ce que tu aurais les mêmes réticences, Matt, sur... Oui. Oui, complètement. Bah, on l'a vu sur un stretch de 2-3 mois, mais bah, je pense pas que c'est le centre de ton projet, Josh Giddey. Là, on a eu l'impression qu'il t'a montré quelque chose. Ça allait en play-in, mais les Bulls qui recherchent aujourd'hui, ils veulent avoir leur numéro 1, comme on a dit. Là, ils se sont placés. Bon, vu que du coup, ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs, ils vont avoir la chance peut-être d'avoir un pic haut placé. Je pense que c'est ça qu'ils espèrent. Ils se disent pas, ouais, c'est Josh Giddey, je pense, le centre du projet, c'est on préfère avoir un pic plus haut. Après, je pense que ça peut être un joueur intéressant qui peut s'insérer si jamais il y a d'autres joueurs plus forts que lui. Je pense que c'est un joueur qui peut totalement s'insérer si tu lui trouves un bon rôle. Je pense qu'il peut avoir un rôle aujourd'hui en NBA. Je pense que c'est déjà ce qu'il a montré avec plus de place à Chicago. Je pense que déjà il est dans un contexte plus favorable que ce qu'il y avait à OKC, un contexte beaucoup plus compétitif. Ça lui convenait pas. Là, il y a un contexte où il aura un peu plus de temps pour s'exprimer. Et même s'ils ont un haut choix de draft, Cooper Flag ou autre, je sais pas qu'est-ce qu'ils auront, mais je pense qu'il aura quand même s'il a un peu moins de responsabilité, il aura quand même de la place pour pouvoir s'exprimer, avoir un rôle. Et puis les leviers de négociation. La franchise a tradé pour lui, a tradé de manière dans un trade qui avait été jugé déséquilibré. Il arrive sur la table des négociations avec, vous l'avez dit, 2 mois de très haut niveau, peut-être 2 des meilleurs mois de sa carrière. Ouais, donc il y a un moment les 2 meilleurs mois de sa carrière. Où en termes de négociation, c'est très finement joué. Bravo Josh, parce que honnêtement, là, il y a du côté de Chicago, on a un peu pieds et poings liés. Les gars, le 3e point, comment sortir du play-in? On est d'accord que là, faut prôner la patience et la conférence Est aussi. Rappelons que on donnait quand même pas beaucoup, vraiment, on était très peu à voir Détroit, personne, voir Détroit s'échapper à l'Est sans même passer par le play-in. Donc, alors, eux, c'est l'attente qu'il faut prôner. C'est avoir. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est ce qui leur fera sortir du play-in, c'est avoir un choix de draft qui marche bien. Parce qu'en l'état, oui, il y a la conférence Est, mais toi, tu parles de Détroit, mais bon, pour Cade, on sait toutes les interrogations qu'on avait, mais les Bulls, pardon, n'ont pas un joueur de ce calibre-là. Pour avoir Cade. Donc, je pense que là, leur meilleur moyen, en tout cas, de s'améliorer, pour l'instant, ce sera la draft. Moi, j'ai envie de dire, comment échapper au play-in, c'est par le bas. Hein. Puis j'ai envie de dire, ça va être ma réponse pour quasiment toutes les équipes qu'on va citer dans ce podcast. De toute façon, toutes ces équipes, on les redira peut-être l'an prochain, parce que quand on fait des post-mortem d'équipes du play-in, il y a souvent les mêmes équipes qui reviennent. Hein. C'est un dénominateur commun. Il y a souvent qui sont l'intersaison d'après annoncés top 6 dans leur conférence. Ah, peut-être pas top 6, quand même pas. Mais effectivement, c'est souvent les mêmes qu'on voit. Non, mais je pense qu'il faut... de toute manière, ils vont être contraints, entre guillemets, d'échapper au play-in par le bas, puisque techniquement, cet été, on peut réalistiquement s'attendre au fait que Nikola Vucevic va être échangé. On peut réalistiquement s'attendre au fait que tu peux avoir certains joueurs qui ont une haute valeur marchande qui peuvent être échangés. Je suis bien curieux de voir la valeur d'un Ayo Dosunmu avec ses 7 millions sur le marché des transferts, si jamais Chicago décide de vraiment partir dans une optique de full priorisation des jeunes, priorité aux jeunes en tout cas.
Donc voilà, ils vont passer par le bas. Et puis, sans trop évoquer ce que va faire la conférence Est l'an prochain, déjà, Philly, bon, potentiellement va remonter, donc ça t'enlève un spot. Et puis, bon, il y a l'espèce d'équipe de plancher de l'Est, là, que sont les Toronto Raptors. Les Toronto Raptors, si vous prenez le roster, alors il faut que tout le monde soit en santé, mais si vous prenez le roster au global des Raptors l'an prochain avec l'ajout d'Ingram, c'est un roster qui paraît quand même être de meilleure qualité que celui des Bulls, surtout si jamais il vient à y avoir un trade de Vucevic. Pour moi, comment ils peuvent échapper au play-in par le bas, ou alors faut que tu aies une espèce de progression incroyable de tous tes joueurs, c'est-à-dire faut que Kobe White passe encore un cap, faut que Josh Giddey arrête d'être juste un bon joueur dans une équipe moyenne ou dans une mauvaise équipe, c'est que ça devienne un joueur vraiment valuable. Il faut que Matas Bouzelis fasse un jump énorme en saison 2. Enfin, il y a beaucoup de facteurs que moi je trouve assez irréalistes pour qu'ils échappent au play-in. Comme la conférence Est, toutes les équipes convergent plus ou moins vers un niveau de compétitivité et qu'il y en a très peu durant l'intersaison, peut-être une du côté du Wisconsin, mais ça on s'avance un peu trop avant de le juger, qui vont perdre en termes de qualité de cette saison l'an prochain par rapport à la saison actuelle. Je pense qu'ils vont juste se faire rattraper par le field, parce qu'il y a derrière eux. Eh bien, avançons et envolons-nous du côté de la Géorgie. On va parler des Hawks. Les Hawks qui ont donc été... Il fait froid, effectivement. Constant pour les espoirs, peut-être. Des Hawks qui ont donc été éliminés une nouvelle fois au play-in. Mini-Goat. Oui. Où en est le projet? On pourrait faire une dissertation, on pourrait faire 3 volumes d'un bouquin de 500 pages sur où en sont les Hawks. Ils en sont où dans leur projet? Et est-ce qu'on peut identifier ce projet? Mais on le fait tout le temps. On l'a fait à la trade deadline. On l'a fait avant le début de la saison. Et puis on l'avait fait l'an dernier. Et puis on fait tout le temps le bilan des Hawks. C'est tout le temps pareil. Et moi, je veux pas m'énerver parce que je m'étais déjà énervé sur les Hawks au moment de la trade deadline. Alors les Hawks ont quand même réussi à améliorer leur bilan après la trade deadline où on pensait qu'ils s'étaient affaiblis. Ça, pour le coup, c'est un point positif. C'est qu'ils sont pas complètement stupides au point d'avoir donné un pick cadeau aux Spurs avec leur pick de draft. Bon, ils vont quand même probablement donner un pick de loterie en fonction des protections. Je sais plus, ils sont protégés. Enfin bref. Mais où en est le projet des Hawks? Et c'est là où c'est bête parce que limite tu finis la saison avec plus d'espoir que ceux que t'en avais l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier c'était compliqué. Hein. L'an dernier c'était difficile la fin de saison des Hawks. Je crois que c'était Madiane et Tom qui avaient fait le post-mortem où tu disais bon les Hawks c'est difficile, où en est le projet. Là t'as des jeunes qui sont quand même qui se sont mis en valeur, que ce soit l'arrivée de Zachary Rizaché, que ce soit l'éclosion de Dyson Daniels. Enfin, on en a parlé quand on a fait le 4K. Tu as des jeunes, c'est-à-dire que t'as plus le Capella, Bogdanovic, John Collins, etc. il y a 2 ans. Là, ton 5 théorique, et qui peut faire un peu un 5 de hipster, c'est Trae Young, c'est Dyson Daniels, c'est Zachary Rijassé, c'est Zion Johnson et c'est Onyeka Okongwu. C'est tellement un 5 de hipster. Ouais. C'est un 5 de hipster, ça c'est clair. Greg adore ce 5. Greg adore ce 5, mais c'est un 5 qui fait plaisir aux yeux. C'est un 5 constitué de bons joueurs. Après, où en est le projet des Hawks? Quel est l'objectif en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est où ils en sont dans leur projet. Si le projet c'est d'aller en playoff, ils en sont au même stade que l'an dernier et ils quittaient le même stade qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire que ils se préparent bien. Ils ont assaini les finances, voilà. Mais c'est difficile de juger les Hawks parce que là, sans trop se griller ou s'avancer sur le deuxième point. Pour moi, il y a une horloge qui fait tic-tic, malgré le fait que tu aies un roster, ou en tout cas que tu aies un noyau de jeunes bien plus excitant que ce que tu pouvais avoir il y a 2 ans, voire même l'an dernier. Constant a posé une question. Matt, quel est l'objectif? Je te laisse répondre à cette question et on peut entamer et ouvrir le dossier de l'intersaison qui est peut-être le dossier Trae Young. Rappelons qu'au niveau de son contrat, Trae Young a 2 ans de restant, mais il y a une player option sur la saison 2026-2027. Il y a donc un monde où Trae Young est free agent à la prochaine intersaison. Matt, quel est l'objectif de cette équipe selon toi? En plus, c'est vrai que moi, je sais plus si c'était pendant les previews que j'avais dit, mais attention à la double timeline, parce que Trae Young, il va avoir 27 ans. Tous les autres, ils sont jeunes. Comme tu as dit, Constant Clint Capella, il arrive à la fin. Il y a Caris LeVert, pareil, qu'ils ont récupéré, qui est free agent. Donc en fait, si t'enlèves Trae Young, t'as que des jeunes. T'as que des contrats qui sont... Je crois que c'est 15 millions au Congo qui doit être le deuxième plus gros. Donc en fait, tu te retrouves avec que Trae Young qui gagne un gros salaire. Et
bon, Trae Young t'amène à un plancher de play-in, on le voit là depuis plusieurs saisons, mais voilà, moi j'arrive pas à voir quel est le. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en Désolé, le plus, plancher de play-in m'a fait craquer. vraisemblablement, t'auras pas ton pic en plus là. Donc pour améliorer ton équipe, là je trouve que c'est vraiment compliqué. Moi je me rappelle, j'étais un petit peu emballé par leur intersaison. J'aimais bien les ajouts de Dyson Daniel qui d'ailleurs a fait une bonne saison. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais t'as toujours ce problème au poste de pivot. Bon, t'as plus Clint Capella, t'as Okongwu, je sais qu'il est pas mal aimé, mais moi je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts. Défensivement, c'est quand même pas trop ça. En attaque, c'est pas si mal, mais tu te retrouves beaucoup avec deux joueurs finalement. Soit c'est des bons défenseurs, soit il y en a, c'est des bons attaquants. Et t'arrives pas à avoir ces joueurs tout ouais. Trae Young, c'est ton créateur, mais qui prend le relais de Trae Young? Ils avaient des gens de Temeré l'année dernière, ça a pas marché. Là, ils l'ont plus. Du coup, qui prend le relais de Trae Young? Enfin, on l'a vu même pendant le play-in, pendant Orlando. Ça a pas mal posé de problèmes. Ça manque de taille. Enfin, il y a beaucoup de défauts, en fait, dans cette équipe. Et je trouve qu'ils sont un peu coincés, là. Et pour moi, ils sont en train un peu pas de payer les conséquences, c'est que je pense que tu peux décemment dire qu'ils ont reconstruit et qu'ils ont retool, sauf que ils ont retool avec la même première option. Parce qu'il y a en fait un truc qui arrive jamais, c'est-à-dire qu'ils ont, globalement, si tu prends les joueurs au cœur du projet il y a 2 ans ou 3 ans, comme tu l'as dit, Constant, et ceux qui sont au cœur du projet maintenant, c'est que des joueurs différents, à l'exception de Trae Young. Et au Congo un peu. Et au Congo un peu, qui était quand même là, mais gestion un peu, toujours un peu... bref. Au niveau des choix de draft, vous avez raison, ils n'auront pas leur choix, mais ils auront celui des Kings, numéro 13, et ils ont celui des Lakers aussi. Non, mais le plus drôle, c'est que le choix des Kings, il est protégé 1-12. Les Kings font 13. ça, c'est marrant. Où j'en étais du coup? Oui, par rapport à leur projet, moi, je pense, et je vais bifurquer sur le dossier de l'intersaison, je pense que ils ont sans doute l'équipe la plus cohérente autour de Trae Young qu'ils ont eu depuis un paquet de temps. Le problème, c'est que le niveau des joueurs actuels, comme tu l'as dit, Matt, ils sont jeunes, donc c'est pas encore le vrai Zachary Rizaché que tu vas espérer avoir, je sais pas, en 2028. C'est pas le Jalen Johnson qui devrait être la deuxième option. C'est pas encore ces joueurs, ils sont pas encore finis. Au Congo, je mettrais une petite astérix parce que je pense que lui est beaucoup plus fini qu'on essaye de nous le faire croire et que j'ai des gros doutes sur sur ce joueur, mais je pense il y a un espèce de consensus chez Dunkebdo autour de Onika Okongwu. Moi, je suis pas certain qu'il y ait une horloge Trae Young. Je pense que Trae Young, dans l'environnement NBA actuel, doit avoir conscience de sa valeur, doit avoir conscience du fait que Atlanta peut lui proposer 4 ans et 200, j'avais noté 4 ans, 229 millions cet été, qui serait bien inspiré de potentiellement prendre cette prolongation-là, parce que je serais pas étonné que Trae Young ait déjà discuté avec d'autres franchises, que ses représentants aient discuté avec d'autres franchises et que Trae Young soit au courant que sa valeur au sein de la ligue n'est pas aussi grande que sa valeur pour les Hawks. Donc, il aurait tout intérêt, avec une équipe des Hawks qui sera de plus en plus forte grâce à la progression des jeunes joueurs, de rester et de voir où cette équipe va l'emmener dans 2-3 ans. Après, peut-être que sa valeur est plus importante du côté des Hawks que dans d'autres franchises, mais c'est le truc, tu vois, quelle est la valeur, à quel point Trae Young est quand même snobé par rapport à d'autres joueurs, j'ai envie de dire. Parce que tu regardes le palmarès de Trae Young sur les 2-3 dernières années, c'est quoi? Il va pas être All NBA, enfin, on sait jamais avec les votants, mais il sera peut-être pas All NBA cette année. Les 2 dernières années, il est All-Star parce qu'il y a des blessures et c'est le remplaçant. Enfin, peut-être qu'il a une valeur marchande élevée, mais en termes de reconnaissance dans la ligue, je suis pas sûr que le fait de rester à Atlanta, le fait d'être pris pour acquis, ou alors de jouer dans une équipe où on va dire que c'est pas l'équipe qui a le plus de lumière, je suis pas sûr que ce soit le truc qui permette à Trae Young d'être le plus mis en valeur par la ligue et d'avoir le plus de valeur. Donc ça, je sais pas. Moi, je me pose la question. On en avait parlé quand il y avait eu le trade de Fox. Je suis pas surpris si. Enfin, pour moi, l'une des destinations. On parlait beaucoup des Spurs comme voulant ajouter déjà un autre joueur à côté de Victor. Pour moi, c'était Trae Young la cible prédestinée, ou en tout cas le joueur qui cochait toutes ces cases-là. Mais justement, les gars, et Matt, tu peux réagir. Moi aussi, ce qui m'amène à penser que Trae Young est amené à rester, que limite sportivement, c'est une des années où ça se
ça s'explique le mieux de rester du côté d'Atlanta, c'est que je ne vois pas de spot en fait. C'est quoi le spot? C'est Orlando? Orlando, t'as un spot, hein. Ça pourrait les aider quand même, Orlando, d'avoir un petit peu de créateurs. Sacramento, ils ont besoin d'un meneur. C'est Sabonis qui l'a dit. Ils ont besoin d'un meneur. Tiens, moi je sais pas ce que c'est t'en penses, Matt, compliqué. mais Il y avait, souvent on entendait le San Antonio, mais vu qu'il y a eu le trade avec Fox, Houston, c'est vrai que c'est compliqué. je sais pas si Udoka il est fan du profil de Trae. je pense il pas, a bien moi. Van Vliet. Non, je bon. pense pas. Je suis pas persuadé qu'il soit fan, mais on peut peut-être enchaîner, les gars. Enfin, sauf si vous avez un truc à rajouter, mais comment sortir du play-in? Ouais, alors, c'est 2025, il se passe des choses complètement folles. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut espérer sur de la progression interne dans 2 ans s'en sortir. Moi, il faut penser, Matt parlait du fait qu'ils avaient beaucoup de joueurs one-way. Il faut penser à Détroit, hein. Désolé, c'est le même schéma que Détroit, hein. Alors, je dis pas je dis pas que c'est une grosse défense, mais ils ont beaucoup de joueurs one-way. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont jeunes. Ils ont un joueur majeur, on va dire, qui a pas mal de défauts et qui peut poser potentiellement des questions sur sa faculté à être le numéro 1 d'une équipe qui t'emmène très loin. Enfin, il y a un moment aussi, les Hawks, il faut en parler. Ils ont viré leur general manager il y a quoi? Il y a 8 jours? Une semaine? Enfin, voilà, les Hawks, on peut dire, oui, c'est l'équipe la mieux construite autour de Triangle, machin. Triangle, depuis sa draft, il y a eu combien? 3 GM, 2 GM, 3 coachs. Tous les role-players ont été échangés. Enfin, il y a eu un turnaround des role-players. Il y a un moment, je crois que j'ai déjà dit, il y a de ça 1 an et demi pour le cas Triangle, mais quand vous prenez une voiture, que vous changez les jantes, que vous changez les freins, que vous changez l'embrayage, mais que vous changez pas le moteur, si le moteur il est pas bon, la voiture elle va toujours pas avancer. Donc c'est aussi la problématique. Je pense que c'est peut-être l'année où on doit accepter, ou en tout cas que les fans des Hawks doivent accepter et que Trae Young doit accepter qu'il ne peut pas être le centre d'un projet extrêmement compétitif. Ça peut pas être l'option numéro 1 ou ça peut pas être le meilleur joueur d'une équipe qui joue extrêmement compétitif, parce que Trae Young, même avec un effectif qui est meilleur, t'amène toujours des problèmes. T'amène toujours à des problèmes, on va dire, systémiques. Et ce run de 2021 auquel on revient toujours, c'est un run qu'il faut acclamer, bravo à eux. Mais si on regarde ce qui s'est passé après, c'est élimination au premier tour en 2022, élimination au premier tour en 2023, élimination au play-in en 2024 et 2025. C'est-à-dire qu'il faut enlever de la tête le run de 2021 et se concentrer sur quelle est la suite. Mais si tu attends de la progression interne, faut attendre quoi? Que Zachary Rijassel, ça devienne un espèce de porteur de balle, ce qu'il est absolument pas sur sa saison rookie. Faut attendre de quoi? Que Dyson Daniels fasse d'énormes progrès en termes de création individuelle. Enfin, pour moi, ils peuvent s'extirper du play-in. Mais s'extirper du play-in, ça veut dire top 6. Top 6, Ouais, t'as quand même des concurrents dans la conférence Est. Je sais pas ce que t'en penses là, Matt, mais moi où je suis un peu plus partagé, c'est que je suis d'accord avec ton constat, Constant, parce que globalement, on sait que toi et moi sur Trae, on est plus ou moins d'accord. Mon problème, c'est que tu parlais des JM, tu parlais de la direction que prenait cette franchise depuis la draft de Trae Young, et pour moi, ils sont bloqués en 2017, là où moi, je suis bloqué sur mes ailiers parfois en 2016, eux sont bloqués en 2017, c'est-à-dire qu'ils draftent au fit pour Trae Young, c'est-à-dire que demain, imaginons que tu as une super offre pour Trae Young, voilà, et tu décides de le trader. Ton effectif n'a aucun sens sans Trae Young. C'est un effectif qui est pensé autour de Trae Young. C'est-à-dire que t'as plus Trae Young, tu dois trouver du playmaking, parce que c'est une équipe qui serait mais totalement dépourvue de playmaking, du scoring, parce que c'est une équipe qui manquerait de scoring, et il te faudrait aussi une capacité à avoir de la création, playmaking sur la base arrière. Mais il te faudrait un profil de fou, en fait, qu'est Trae Young, mais à trop vouloir choisir des joueurs qui peuvent épauler Trae Young dans un basket où Trae Young a un fort offensive load, prend beaucoup de charges, le problème c'est que tu déresponsabilises les autres joueurs, et ça c'est un constat qu'on fait mais depuis belle lurette. C'est un effectif qui est héliocentrique en fait. Tout est héliocentré autour de Trae Young depuis qu'il est là en fait. Mais qui est redevenu héliocentrique. Oui. Ils ont essayé un peu de rétro-pédaler avec l'arrivée des gens de Murray, mais cette année, ils ont essayé autre chose. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu plus emballé. Mais comme tu as dit, Ben, c'est sûr que s'il l'enlève et que tu as plus ce profil un peu héliocentrique, que tu le remplaces par exemple par quelqu'un qui l'est beaucoup moins, ça va te poser plein de problèmes. Parce que si tu n'as plus tout ce playmaking-là, c'est problématique. Et
le problème de ramener un autre fort créateur à côté de Trae Young, je trouve que c'est compliqué. C'est pas un joueur qui est si facile que ça à faire coexister à côté de quelqu'un. Mm. Bon, il y a eu Dejounte Murray, je pense que c'était très très loin d'être parfait, mais même tu mets un autre gros porteur de balle, je pense que Trae Young, il a pas cette faculté à jouer off-ball. Ça a été aussi beaucoup le problème, par exemple, d'un James Harden. Ces joueurs-là, ils ont beaucoup de mal à exister off-ball, donc si tu lui mets un autre créateur, comment tout ça va exister, en fait? C'est ça, je trouve, qui pose problème. C'est qui, selon vous? C'est pas dans la trame, mais je l'ajoute ça. Parce que qui est, selon vous, le complément parfait à Trae Young sans être meilleur que Trae Young? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que Trae Young doit être ta première option, en fait, techniquement, dans le... Sinon, j'allais dire Victor, ça marche Ouais, plus tu vois, du coup. c'est Victor, mais qui est le complément parfait? Pour moi, c'est là où j'ai un peu de l'espoir dans leur construction actuelle, c'est que euh, les flashs de Jalen Johnson, c'est un joueur sur lequel je suis beaucoup plus sceptique que le consensus. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est de flash pour l'instant, mais les flashs de Jalen Johnson, c'est l'idée, en fait. C'est-à-dire que ce serait un ailier surdimensionné qui a un peu de playmaking, qui est très fort en contre-attaque et tout. L'idée, c'est Jalen Johnson, en fait. C'est pour ça que leur construction actuelle est cohérente. Jaren Jackson Jr. Ouais, peut-être. Oui. J'essaye de voir, j'essaye de faire un peu les franchises. Jalen Williams, lol. Non, Parce que mais oui, si on dit Victor, le truc, ça. c'est que... faut prendre. En gros, faut prendre pour Un avoir le inter qui a meilleur. un peu de playmaking. Voilà, c'est ça. Et un peu de verticalité. Ouais. Et qui est pas meilleur que Trae Young. Parce que sinon, tu dis gagner, c'est ça. Victor et c'est gagné. Et puis sinon, en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous allez me dire dans les commentaires, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'en fait, quel est l'intérêt de construire autour de Trae Young si son meilleur complément, c'est un joueur meilleur que lui? En fait, Ah, bah, bien sûr. Moi, je c'est- suis d'accord. Mais c'est pour ça, d'où la réflexion que je me fais en disant que Trae Young doit abandonner un peu ce côté je suis le meilleur joueur, quoi. Et sauf que si jamais c'est plus le meilleur joueur, bah, il est plus héliocentrique. Et le Trae Young qui est plus héliocentrique, ça révèle beaucoup de défauts dans le jeu de Trae Young, surtout off-ball. Donc c'est toute la problématique. Et sachant qu'il n'est pas assez fort, tu vois, tu parlais Matt de James Harden. Harden était suffisamment fort en tant que joueur Ah, c'est ça. héliocentrique pour faire de ses équipes des équipes extrêmement fortes. Là où c'est pas le cas de Trae Young. c'est Amine, on le salue, ton compère dans le podcast 76, qui parlait souvent avec les Lillard et les Blazers de relations toxiques, hein, dans le sens où les deux éléments avaient besoin l'un de l'autre. Et en fait, pour moi, on s'achemine vers la même situation avec un joueur moins fort dans une équipe moins forte et dans une mauvaise conférence. Ce qui fait que cette espèce de plancher play-in dont tu as parlé, Matt, ils peuvent être au play-in pendant 3 ans encore. Facile. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des équipes à la rue et il y aura leur niveau sera pas suffisamment bon pour qu'ils puissent, enfin franchement, ils peuvent passer les 3 prochaines saisons s'ils touchent pas vraiment un score de joueurs entre 5 et 10. Voilà. Matt, juste un truc, parce que je sais qu'on en a parlé sur la conversation d'Unkedo et je voulais te lancer là-dessus. Onyeka Okongwu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et je sais que c'est un joueur sur lequel tu es peut-être un peu plus sceptique que le reste. Oui, bah moi je trouve que déjà il a été lancé là titulaire à la fin de la saison. Moi c'est pas un joueur. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de défauts. Je pense pas que tu peux en faire. Déjà avec Trae Young, je pense que c'est important d'avoir un bon protecteur de cercle. Et je trouve que Okongwu répond pas à ça. En termes d'attaque, je trouve que c'est peut-être là où il s'en sort le mieux. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est sa défense. Je trouve que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, je pense qu'on s'attend toujours à un joueur qui va progresser, mais je pense qu'on est depuis un certain temps sur sa version finale et je vois pas un joueur qui va énormément progresser. Et c'est pas vraiment un défenseur de switch, c'est pas un mec qui va protéger ton cercle. Il Du est coup, petit. ça me pose beaucoup de problèmes. Je me rappelle, je sais plus si c'était pendant les previews, j'ai oublié ce podcast-là où j'avais pas mal parlé des Hawks, mais je me rappelle d'avoir parlé de me dire est-ce que finalement ne pas lancer un Jalen Johnson en poste 5, ça pourrait pas être une solution pour ces Hawks, parce que justement, Okongwu ne t'apporte pas le spacing que ça pourrait te demander. Au moins avec un Johnson qui est pas non plus un shooter à 3 points à haut volume, mais si tu le mets en poste 5, que c'est lui qui shoot à 3 points sur ton poste 5 qui t'apporte un peu cette polyvalence défensive, moi je ferais plus ce test-là, tu vois, du côté des Hawks, plutôt que de continuer avec Okongwu où tu sais ce qu'il va t'apporter et où finalement ton plancher, ton plafond, il est pas très haut.
Et puis au Congo, je suis désolé, contre des 7-footers, il se prend des masterclass à chaque fois. Hein. Je suis vraiment... Et j'ai un gros doute avec avoir une traction 1-5 où tu es sous-dimensionné sur les deux postes. Je sais pas. Pour moi, c'est un truc qui me pose problème. Dernière chose. Alors oui, on pourrait nous rétorquer à regarder le match du play-in contre le Heat. Oui, mais c'est du spacing Miles Turner. C'est-à-dire que Miles Turner prend les tirs, mais en vrai, les mecs le défendent pas encore. Alors peut-être qu'ils vont se mettre à défendre au Congo la saison prochaine, mais pour l'instant, les défenses n'en tiennent pas compte. Ouais, et puis surtout, pour moi, tu as deux trucs quand même. C'est que au Congo, il est plus dans. Tu vois, tu parlais de sa capacité au rebond. Il est plus dans de l'impact player au rebond off que vraiment dans un C'est espèce ça. de gardien du panier au rebond def. Ce qui est beaucoup plus, j'allais dire un peu, mais ce qui est beaucoup plus Jalen Johnson, par exemple, qui lui est beaucoup plus impliqué sur le rebond défensif, parce que, on va dire, un peu plus de verticalité, un peu plus de largeur que Onyeka au Congo. Et puis, moi, je pense que vraiment qu'on est sur une version définitive de Congo, parce qu'en soi, il n'y a quasiment rien qu'à bouger depuis 3 ans. Et on peut me dire, oui, c'est du mauvais coaching, machin. Toujours est-il qu'il y a eu 2 coachs qui ont eu au Congo sous les mains. Il a fallu attendre que Clint Capella mette quasiment plus un play devant l'autre pour qu'au Congo passe titulaire. C'est-à-dire que si Onyeka au Congo était à la valeur de ce que certains peuvent nous vendre, bah, il aurait été propulsé titulaire. Il aurait crevé le plafond, en fait, parce que tu aurais été obligé de le mettre titulaire. Là, Surtout ça n'a pas été le cas. qu'offensivement, il répond à certains... Théoriquement. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, autant je suis pour le coup, je suis peut-être un peu plus fan que toi, Ben, de Jalen Johnson, même si je suis d'accord que c'est encore très théorique, on va dire, dans l'utilisation de Jalen Johnson. Mais peut-être que si jamais tu vas avoir cette espèce de spacing ultime à côté de Trae Young, bah, tu fais un Zachary Rijassé au poste 4 et tu mets Jalen Johnson au poste 5. Alors, tu vas te faire ouvrir face à des intérieurs très physiques. Mais peut-être qu'en attaque, tu peux avoir justement de la vitesse, tu peux avoir du spacing avec quasiment un 5-out. Enfin, ça peut faire des trucs plus intéressants qu'avec Okongu, qui, selon moi, n'est pas un joueur que tu peux. C'est un joueur dont tu peux te passer parce que ce qu'il apporte n'est pas non plus indispensable à cette équipe des Hawks. Ils peuvent se débrouiller sans lui en jouant différemment. Ouais, puis rappelons que cette théorie comme quoi il faisait son beurre sur les pivots pivots remplaçants pendant plusieurs années, bah oui, il faisait son beurre sur les pivots remplaçants pendant plusieurs années. Et peut-être une raison pour laquelle, comme tu l'as dit, Constant est resté sur le banc. Enchaînons et envolons-nous du côté de Dallas. Parlons des Mavericks. Où en est, Matt, où en est l'équipe dans son projet mission? Ne pas parler de Luka Doncic, ne pas parler de Nico Harrison. Bon, en fait, c'est un peu difficile de pas parler Nico Harrison, du GM. il faut. Alors, où en est l'équipe dans son projet? Bizarrement, c'est peut-être celle où c'est plus facile de répondre, en fait. Oui et non. Oui et non, c'est compliqué en plus de pas parler. De toute façon, oui, on en a tellement parlé que Mais t'as raison, t'es obligé d'en on parler. a déjà fait le tour du sujet, mais non, mais au-delà de ça, je pense que quand même le play-in, bon, avec la profondeur de la conférence Ouest, je sais pas si normalement ils sont censés quand même faire mieux. Il y a eu la blessure de Kyrie Irving quand même. Je pense que ça les a pas mal plombés. C'est quand même un peu inquiétant, je trouve, parce que il s'est fait les ACL. Est-ce qu'il va être là en octobre? C'est même pas certain. Et puis surtout, dans quel état il va revenir? Parce qu'il a quand même déjà 32 ans. Et c'est un joueur qui a quand même pas mal de blessures. Hein. Donc, c'est un peu inquiétant, je trouve. Puis Anthony Davis, où je me rappelle, on avait dit se blesser moins. Bah, depuis qu'il est arrivé à Dallas, c'est une catastrophe. Il fait que se blesser. Donc, au final, là, t'as tes 2 meilleurs joueurs qui sont blessés. Donc, c'est sûr que c'est pas très positif pour ces Mavs-là, mais moi, je reste toujours... C'est quand même un petit peu intriguant, on va dire, cette version où t'as plein de protecteurs de cercle, t'as un front de courte qui est extrêmement grand. Je suis quand même curieux de voir ça. Je pense que quand même, c'est l'équipe, en tout cas des 4 équipes qu'on parle, ça reste quand même l'équipe la plus forte, je pense. Donc, ce sera quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent la saison prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que si t'as pas un Kyrie Irving en jambes, tu vas manquer très très fortement de création. T'as bien fait de le préciser, Matt, surtout que c'est peut-être le dossier de l'intersaison, mais Constant, je te laisserai enchaîner sur le où en est le projet. Rappelons que Kyrie Irving a une player option en 2025-2026 et que tout porte à croire que, vu les choix que tu as fait début février, tu es un peu obligé de le prolonger, quoi, parce que ton projet n'a aucun sens sans Kyrie, encore une fois. Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que qu'est-ce que doit espérer le front office des Mavs? Qu'il apprenne ou qu'il apprenne pas à sa player option?
S'il apprend pas, t'es obligé de le prolonger longue durée. Comme l'a dit Matt, Kyrie Irving, 32 ans, un joueur qui joue beaucoup sur les changements de direction. ACL, c'est compliqué, hein. Il y a des joueurs qui sont revenus Rappelons des ACL pour ACL. ceux qui ont pas C'est les fait ligaments les croisés du ligaments genou, croisés. voilà. Rappelons. Ligaments croisés antérieurs, bien sûr. Mais il y a des joueurs qui sont revenus des ligaments croisés à passer 30 ans, mais c'est difficile de revenir des ligaments croisés quand tu as passé 30 ans, surtout pour un profil comme Kyrie Irving. Là, Dallas, ils sont obligés de toute façon de le prolonger, puisque si tu perds Kyrie Irving, bon alors là c'est une catastrophe. Déjà qu'ils ont perdu la face, mais alors là pour le coup, déjà qu'ils ont perdu toute crédibilité, mais là tu perds le peu qui t'en restait si tu viens à lâcher Kyrie Irving. Moi j'ai envie de dire où ils en sont dans le projet. Si, et c'est un énorme si avec tout ce que je viens d'évoquer, si Kyrie Irving est au niveau, je suis un peu comme Matt, je me dis c'est une équipe quand même qui a beaucoup de bons joueurs, qui a beaucoup de joueurs de qualité, qui a quand même un coach qui sait mettre en valeur les qualités de ses joueurs sur la protection de cercle, etc. etc. Enfin, voilà, il y a des trucs. C'est une équipe, j'ai envie de dire, qui aurait pu être encore meilleure, sans parler du trade de Luka Doncic. Si jamais tu t'étais parvenu, ou si jamais tu n'avais pas fait ce move d'échanger Caleb Martin contre Quentin Grimes, Matt, t'en sais quelque chose. On pourrait se dire, ton 5 à l'Opening Night, c'est Kyrie s'il revient, c'est Quentin Grimes, c'est Najee Marshall qui a fait une super saison, c'est Anthony Davis et c'est PJ Washington, où vous enlevez Najee Marshall et vous mettez PJ Washington et Daniel Gafford dans le 5. Enfin, c'est une équipe qui a un roster qui moi, selon moi, est beaucoup plus taillé pour jouer des gros joutes de playoffs. C'est juste qu'en termes de blessures, c'est compliqué. Et puis voilà, il y a l'interrogation. On va dire que l'interrogation principale, c'est sur la santé de tes deux meilleurs joueurs, et Eddie et Kyrie, qui sont assez injury prone. Mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvais choix. Et un truc tout bête pour montrer à quel point le management de Dallas fait quand même bêtise sur bêtise, c'est-à-dire que il y avait Brandon Williams. Brandon Williams, c'est le two-way qu'ils ont dû attendre la fin de saison pour signer, parce qu'au niveau du CBA, c'était pas forcément le bon truc. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs où il pouvait plus jouer parce que il avait dépassé les 50 matchs joués en tant que two-way. Il fallait attendre la fin de saison parce que sinon il se retrouvait, je crois, soit au niveau de la seconde apron, soit au niveau de la first apron. Enfin voilà, il y avait un truc financier avec Dallas, donc ils ont dû attendre la fin de saison pour le signer. Normalement, ils l'ont signé sur un an. Le truc malin qu'il faut faire, si tu le signes en 1+1, en un an avec une deuxième année en team option, il est restricted. Donc au moins tu peux matcher les offres. Non, ils l'ont signé sur un an. Tout simple. Ce qui fait que après son année, il sera unrestricted free agent. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Ça, c'est encore un très beau coup de la part de Dallas. Parce que franchement, Brandon Williams, ça avait montré de très bonnes choses. Si jamais il poursuit sur cette lignée l'an prochain, il peut avoir du temps de jeu si Kyrie est blessé. Sa valeur peut augmenter. Donc même sans parler des Max Christie, Derek Lively, dès qu'il n'y a plus Luka Doncic, c'est quand même un peu plus compliqué le basketball. Mais voilà, cette équipe de Dallas, où elle est dans le projet, au niveau de la santé de ses deux meilleurs joueurs, et si les deux meilleurs joueurs sont en santé, plutôt haut. Plutôt haut, les gars, vous dites que vous êtes intrigués, je n'ai plus de voix, mais à quel niveau? C'est intrigué genre finale de conf ou intrigué genre on est la fenêtre de titre est ouverte? On en avait parlé avant la blessure de... Enfin, non, on en avait parlé avant ou après la blessure de Kyrie, je sais plus. Avant, quand on avait fait le power ranking. Mais moi, je les avais 6 ou 7, je crois, quand j'avais fait le power ranking. C'était dans ces eaux-là, je sais plus exactement. Mais c'était une équipe que je voyais encore plus qu'étant un poil à gratter, comme une équipe qui pouvait potentiellement faire du remous. Je crois que j'avais dit, si j'avais une équipe comme Bracket Buster qui venait faire un peu exploser tous les brackets, j'avais Dallas. À voir comment ça se passe l'an prochain avec un an d'expérience supplémentaire. Mais c'est une équipe, il faut voir comment se passe la Conf Ouest, mais c'est une équipe qui peut continuer à faire du bruit, en tout cas qui peut faire du bruit avec cet effectif en pleine santé. Ça veut dire... Matt, vas-y, je t'en prie. Ouais, pardon. Oui, je suis de même avis de Constant. Je dirais pas, fenêtre de titre ouverte, c'est un peu prématuré. Moi, j'y crois pas trop en tout cas. Mais c'est une équipe qui peut embêter d'autres équipes. Sachant qu'en plus, la conférence Ouest, on l'a déjà dit, pas des spacing parfaits. Il y a beaucoup de compromis, donc c'est une équipe qui peut faire des upsets, mais je les vois pas non plus candidats au titre. C'est-à-dire que comment sortir du play-in, notre troisième section, les gars, c'est une équipe compte, encore une fois, selon l'état de forme de Kyrie, qui est quand même un grand si, c'est une équipe que vous pouvez voir échapper au play-in la saison prochaine et être dans le top 6. En pleine santé, oui.
Ouais. C'est tout le problème. C'est en C'est tout le pleine problème. santé. C'est ça. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur les Mavs. C'est peut-être l'équipe parmi les quatre, pardon. C'est l'équipe peut-être la plus difficile à aborder parce que, en fait, c'est oui, il est en bonne santé. En fait, globalement, voilà, il faut prier les dieux, le dieu Nico Harrison du côté des Mavs pour pas faire d'erreur. Rappelons, j'ai entendu la stat chez Bobby Marks, c'est que il a fait 16 trades Nico Harrison depuis juin 2021, 2022. Enfin, en gros, il a une trédite aiguë. Donc, attention à ce qu'il ne passe pas quelque On chose l'a cet vu, été. ouais, effectivement. Ouais, on l'a vu, la trade. Non, mais il y a un moment, parce que là, les fans des Mavs, faut en parler 2 minutes de Nico Harrison, parce qu'on est quand même, tu vois, La conf de presse. non, mais la Constant courbe et de, mat. non, mais la courbe de presse de dictateur nord-coréen, là. C'est-à-dire que y a pas de vidéo, pas de caméra, enfin, pas de vidéo, pas de caméra, c'est logique, mais pas de micro, pas de caméra, rien. C'est quoi cette courbe de presse, là? C'est qu'on est en 1932 ou Sachant quoi, que là? tout est sorti. Après, Mais tout a oui, fuité. tout est sorti. Mais les déclarations sont lunaires. Les déclarations sont lunaires. C'est-à-dire que je sais plus qui avait dit ça, mais je me demande si c'était pas Matt Moore qui avait dit on a passé l'ère des GM pourris. C'est-à-dire que à l'époque, t'avais les GM de merde. Là. Comment il s'appelait celui de Memphis là, Il y avait l'horrible Donald GM. Sterling. Ça, Tout c'est les ça. proprios, ça. C'était Ah oui, c'est vrai. Comment c'est il vrai. s'appelait le GM de Memphis? Je sais plus. Mais le GM qui avait donné ce fabuleux contrat à Chandler Parsons. Ah, oui. T'es dans la même situation que moi, Ben. Oui, le contrat de Parsons, ouais. Ouais. Ah, Tom doit être en train de crier son nom, là, j'entends Tom. Nous on l'a pas. Donc toujours est-il que je pensais effectivement moi aussi qu'on avait passé cette ère des GM complètement bêtes, pour être gentil, les Billy King, tout ça, les GM fous. Ah, Nico Harrison, franchement, Chris Wallace. Ah voilà, Chris Wallace, la légende. Mais je pensais qu'on avait passé ce stade et non, on y est toujours. Hein. Enfin, effectivement, Nico Harrison tient à sa réputation et je sais pas si c'est pour éviter de perdre la face lui aussi, mais la posture dans laquelle il se met, je comprends pas comment il peut penser les choses qu'il dit. Hormis pour faire du pur PN Moore ou PR Move, ou pour faire du pur damage control, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. On va pas faire d'études comportementales, les gars, mais le truc du mec qui touche son stylo de manière très stressée pendant toute la conférence de presse, pas besoin de faire de la lecture comportementale justement pour comprendre que on voyait que c'est un mec un peu gêné, que les réponses aux questions étaient un petit peu compliquées pour Nico Harrison, qui définitivement s'enterre. Mais on l'a dit en off, les gars, n'oublions pas quand même de mentionner le proprio. Il y a quand même des infos qui sont sorties comme quoi le proprio ne pensait pas que la fanbase allait si mal réagir que ça. On a un niveau de déconnexion qui quand même paraît extraordinaire. Ah mais ça c'est incroyable ça. À quel point tu peux être à ce point neuneux pour acheter une équipe qui est quand même les Dallas Mavericks, ne pas connaître le fait qu'il y a un lien quasi indéfectible entre Dallas et Luka Doncic, et quand tu es tradé faire les gens n'avait sont pas bien informé. les gens sont pas contents. Bah mince, désolé, on peut plus récupérer, hein, c'est fini là maintenant. Donc on est sur de haut en bas, c'est géré par des incompétents. Et franchement, en termes d'incompétence, à l'échelle d'une franchise NBA, il y a peut-être Phoenix qui rivalise. On salue Greg. Sauf que à la différence de Phoenix, le proprio, il a pas le côté interventionniste. Donc là, pour le coup, c'est Nico Harrison qui se retrouve avec un proprio neuneux et qui au moins ne prend pas des décisions. Et vu les décisions de Nico Harrison, ce serait peut-être mieux que le proprio intervienne. Sachant que il y a un truc un peu pathétique du côté de Phoenix, c'est qu'il y a cette volonté de bien faire, tu vois, qui est mal orientée, mais il y a cette volonté de bien faire là où t'as vraiment l'impression que du côté des Patrick Dumont, du côté des Mavs, c'est vraiment c'est roue libre, quoi. c'est terrible. Ah, c'est vraiment affreux. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Matt, sur quand même. On était obligé un peu d'en parler, c'est vrai. Il y a l'article de Tim McMahon qui est sorti du côté de ESPN, qui pourtant en plus a la réputation d'être dans les petits papiers du front office. Alors si ce mec-là t'écrit un article mais incendiaire alors qu'il est dans les petits papiers du front office, je n'ose imaginer ce qui se passe vraiment. Matt, si t'as quelque chose à rajouter. Non, de toute façon c'est lunaire depuis le trade. Je pense que personne comprend. Nico Harrison, il essaie de se défendre parce que c'est tellement lunaire pour tout le monde que lui, il essaye de défendre un peu son idée, mais vu que pour tout le monde c'est lunaire, ça le reste aussi.
Il y a même eu, je me rappelle, des vidéos de Luka ils ont fait des promotions, je crois, pour les Ils playoffs. l'ont effacé. Voilà, ils l'ont effacé. Oui, Il y c'est a eu vrai. des fans des Mavs qui ont été virés parce qu'ils mettaient des Fire Nico. On l'a vu au retour de Luka, il y a eu plein de Fire Nico. Bon, il y en avait tellement que je pense qu'ils ont pas pu le virer. Oui. Lui, il est gardé par sa garde rapprochée, il peut même pas vraiment aller en tribune. Parce que sinon, je pense que ça partira en catastrophe. Donc non, ouais, Non, tu sens que la franchise, elle est pas sereine du tout, quoi. Non, mais il y a un truc, c'est l'assassinat ultime. Le plan d'ESPN sur Nico Harrison quand Eddie se blesse. C'est l'assassinat ultime. C'est-à-dire, le mec, qui trade Luka Doncic parce que soi-disant il se blesse trop, machin. T'as Anthony Davis qui se blesse et là t'as le réalisateur d'ESPN dans son camion. Là il a fait caméra 4. Là, tu me mets le plan sur Nico Harrison. Là je veux 10 secondes de plan fixe sur Nico Harrison et après tu me switch caméra 6 sur Patrick Dumont. Vraiment là c'est l'assassinat. C'est-à-dire que même les médias savent que t'as fait une connerie et jouent de ça pour que tu sois un peu livré à la vindicte populaire. Genre. Et puis les gars, enfin, je veux dire, rien que le principe, on a demandé à un GM de justifier mi-avril un trade effectué début février. Je veux dire, le concept, il est incroyable, quoi. Tellement Ouais. c'est incompréhensible, comme tu l'as dit, Matt. On lui demande encore de justifier. Et non seulement on lui demande de justifier parce qu'on reste incrédule. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Bon, enchaînons avec les Kings. Les Kings qui ont eux perdu face à ces Mavericks dans le premier match du play-in. Rappelons, hein, on fait ce post-mortem sur les équipes éliminées play-in. Rappelons qu'on a eu la première équipe 10 qui a réussi à sortir du play-in, de Miami Heat. Il faut quand même le rappeler. Les Kings, Matt, je vais rester avec toi. Où en est l'équipe dans son projet? Il faut savoir, et ça je ne l'ai pas précisé, qu'on s'est dit, mais dans quel ordre on va parler de ces équipes-là? Et Constant a proposé l'ordre de l'espoir, partant du sommet de l'espoir pour descendre vers les tréfonds du désespoir. Matt, est-ce que les Kings sont bien placés dans ce tréfonds du désespoir et où on en est avec ces Kings? Ah là, c'est ça, c'est un peu la déprime. Je suis désolé, hein, cher fan des Kings, mais là, je me rappelle qu'on avait fait un épisode en janvier où ils avaient viré Mike Brown. Il y avait un petit peu d'espoir au début avec le nouveau coach, mais c'est vrai que, en fait, le problème, c'est que on parlait des Chicago Bulls tout à l'heure, où l'année dernière, ils ont fait le play-in avec Zach LaVine et DeMar DeRozan. Puis malheureusement pour eux, cette année, ils font le play-in avec Zach LaVine et DeMar DeRozan. Donc, il y a eu le trade d'Aaron Fox. Enfin, franchement, les Kings, c'est compliqué, hein. J'ai l'impression que c'est l'équipe qui est vraiment coincée au play-in. Il y a eu cet espoir un peu avec Light the Beam, on en parle souvent. Est-ce que c'était pas un peu une illusion parce que la conférence Ouest à un moment était plus faible à ce moment-là? En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plancher plafond égal. On en parle depuis les previews, hein, de tout ça. C'est vrai. Je veux pas porter l'œil un peu aux fans des Kings, et je veux pas non plus nous jeter trop de fleurs, Constant, mais on annonce quand même un peu ça depuis la première saison, l'intersaison Night the Beam. Je me rappelle avoir fait un post-mortem avec Amine sur ça, qu'on salue encore une fois, Amine. Et cette dit qu'en fait, la saison Night the Beam, tout s'était bien passé, mais il y avait des problèmes structurels dans cette équipe. Et depuis, on va dire que là, on retombe un peu sur les mauvais Kings, entre guillemets, sur les derniers mois, pardon. Tu vires ton coach, tu traites ton franchise player. Tu vires ton C'est GM. compliqué. Ouais. Mais en fait, on revient toujours sur cette saison Light the Beam, mais pour moi, c'est comme les Hawks. En fait, quand ils vont en finale de conf, c'est des saisons qui fixent les barres d'attente trop hautes. Et c'est des équipes qui ont atteint cette barre avec des facteurs extrêmement favorables. Peut-être même encore plus les Hawks, peut-être même encore plus les Kings que les Hawks, justement, en termes de circonstances favorables. Conférence Ouest, c'est la seule année où la conférence Ouest est nulle. Puis c'est l'année où ils auront aucun blessé, c'est l'année où ils gagnent beaucoup de matchs dans le clutch. De l'autre côté, ouais. Tout le monde se blesse de l'autre côté. Enfin, c'était vraiment l'année parfaite. Mais 48 wins, même. Vous prenez la saison des Kings, là, The Beam, où je crois qu'ils doivent faire 48 à peine. 48 wins, là, ils seraient 8, quoi. Ils auraient le bilan de Dallas, quoi. De Memphis, pardon. Donc, c'est une saison où il y a eu plein de facteurs favorables qui sont allés dans leur sens. Mais de par le fait que cette saison a existé, ça a amené à des attentes qui, selon moi, étaient beaucoup trop hautes pour le niveau de cette équipe.
Et les 2 saisons qui suivent, là, les 2 dernières saisons, ne font que confirmer que cette équipe, effectivement, avait un plafond qui était finalement assez bas et qu'elle avait pas réellement pas de marge de manœuvre pour progresser. C'est-à-dire que ils espéraient, après la saison où ils font les playoffs, un peu de développement dans le jeu de Keegan Murray, qui était un peu le truc qui pouvait potentiellement les aider à passer un palier supérieur. Le développement de Keegan Murray, il est jamais arrivé. Et je pense qu'il arrivera jamais. Là, en l'état, vous regardez le roster, je pense que c'est l'un des rosters les plus mal construits que tu peux voir. C'est un roster qui n'a aucun sens. Sans vouloir être méchant, hein. Il y a des joueurs que j'aime bien dedans. C'est un roster qui n'a aucun sens. Là, si je vous prends les 5 joueurs les mieux payés, Zach LaVine, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Malik Monk, Jonas Valanciunas. À quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à rien du tout. Sans vouloir être méchant, encore une fois, mais ça ressemble à rien du tout. C'est une équipe quand même qui a 2 joueurs à quasiment 30% du cap. C'est une équipe qui n'a pas de banc. On va être très honnête, c'est une équipe qui n'a pas de banc. J'aime bien Jack Laravia, j'aime bien Devin Carter ou Keon Ellis, mais c'est une équipe qui n'avait pas de banc, qui se retrouvait à faire jouer Zach LaVine et DeMar DeRozan 40 minutes sur la fin du mois de mars pour essayer de sauver leur saison. Enfin, le projet, j'ai l'impression que déjà, il a pris un sacré coup de mou avec le trade de De'Aaron Fox. Il avait déjà pris un coup de mou avec le licenciement de Mike Brown. Et là, c'est un roster qui, pour moi, est difforme. Mais est-ce que, les gars, la construction de la conférence Ouest ne peut pas permettre justement à ce roster de s'auto-détruire? Ce que je veux dire par là. Parce qu'il y aura mieux que très vite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu disais, Matt, peut-être bloqué au play-in, mais en soi, la saison prochaine, les Suns peuvent espérer peut-être être meilleurs, les Spurs peuvent espérer être meilleurs. On en parlait en off, Constant. Peut-être que les Blazers vont continuer sur leur lancée. Enfin, je veux dire, il y a un moment où peut-être que naturellement, vu l'environnement de l'Ouest, cette équipe-là va se retrouver 13, 14 et va perdre un camion de match dans une division qui est relevée et va peut-être finir par s'auto-détruire. Je sais pas ce que t'en penses, Matt. Oui, bah franchement, franchement, c'est tout ce que je leur souhaite, de finalement les adversaires s'améliorent et que du coup ça les fasse se baisser, mais c'est vrai qu'en l'état, je les vois pas s'améliorer. En plus, ils sont Zach LaVine 29 ans, Sabonis 28 ans, DeMar DeRozan 35 ans. Enfin, on n'est pas sur des joueurs jeunes en fait. Là, si je parle des plus gros salaires, c'est des joueurs, on sait déjà ce que c'est et on arrive à leur version finale, il y aura pas de progression, donc c'est ça en plus qui est compliqué. Sabonis, en plus, on a entendu 2-3 rumeurs comme quoi peut-être il allait demander un échange. Alors peut-être ce serait pas plus mal finalement pour ces Kings que tu penses Sabonis... qu'il y a un marché pour Sabonis? Oui. Je pense, oui. Il y a un marché pour Sabonis. Ouais. Mets-le à Atlanta, vas-y. Mets-le à Atlanta. Non, mais je pense que tu as un marché pour Sabonis. En vrai, c'est impossible, c'est irréalisable. Mais regarde à Orlando. Je serais content, je pense, d'avoir un profil type Sabonis. Parce que bon, ils sont kick-in à mettre Wendell Carter parce qu'il peut pas spacer. Enfin, ils sont incapables de mettre un pivot rim runner à côté de Paolo Banchero parce qu'il pose trop de problèmes et parce que dans leur backcourt, il n'y a pas un mec qui est capable de shooter. Et Sabonis en espèce de plaque tournante qui fait du dribble hold-off, je pense qu'ils aimeraient bien. Même si ils ont un peu ça avec Goga Bitadze, alors dans des proportions bien moindres, hein, bien évidemment. Ils ont déjà un pivot qui est capable de jouer un petit peu en espèce de tour opérateur avec Goga Bitadze, ils l'utilisent pas, mais au moins Sabonis space un tout petit peu plus que Goga Bitadze. Mais pour moi, oui, Sabonis va essayer d'avoir de la valeur, mais il va forcément avoir moins de valeur et moins de courtisans de par son contrat, puisque Domantas Sabonis, c'est 28% du cap. Donc c'est plus que des joueurs dans leur second contrat qui n'ont pas été au NBA mais qui touchent le max, donc qui ne touchent pas le super max. Je pense que un Domantas Sabonis à 28% du cap va t'amener dans une équipe de facto qui aura un niveau de compétitivité relativement semblable à celui des Kings actuellement. C'est une équipe de plancher, c'est une équipe de play-in, parce qu'une équipe vraiment compétitive peut pas avoir un Sabonis à 28% du cap. Sabonis n'est pas aussi fort pour mériter, entre guillemets, ou pour avoir le rendement d'un joueur à 28% du cap. Matt, je t'ai coupé. Du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, je pense qu'il y a un marché, mais non, comme Constant l'a dit, c'est vrai que le salaire est très élevé. En plus, avec le nouveau CBA, je trouve que c'est d'autant plus compliqué. On le voit, les équipes qui essayent, notamment les Sixers, où tu essaies d'avoir 3 gros contrats, après t'es vite limité pour le reste.
Donc une équipe qui va vouloir trader pour lui, c'est 28% du cap, c'est beaucoup. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il faut que tu aies déjà une ossature déjà qui soit là, mais à 40 millions, en plus, c'est un joueur qui peut quand même avoir, même s'il y a du playmaking, tout ça, c'est un joueur qui peut, c'est un poste 5 potentiellement, il va pas t'apporter de la protection de cercle, enfin, il a des limitations. Donc c'est un peu ça tout le problème de Sabonis. Moi, je l'avais dit, alors je maintiens cette théorie qui du coup ne s'est jamais révélée, mais pour moi, les Spurs auraient dû trader du côté des Kings pour Sabonis, parce que en fait, avec un joueur à compromis comme Sabonis, il faut qu'il y ait des joueurs qui soient anormaux, comme Victor, en fait, tout simplement. Et Victor aurait pu, je pense, dribble and off, etc. Il y aurait pu avoir des trucs de fou qui auraient pu être faits avec un Sabonis Victor, mais c'était encore une fois mon imagination. Le dossier de l'intersaison, les gars, c'est Keon Ellis. Est-ce que c'est un peu le seul espoir qu'il y a du côté des Kings à l'heure actuelle? Pour moi, c'est pas le dossier de l'intersaison, c'est le dossier contractuel, mais c'est pas le dossier de Oh, alors c'est l'intersaison. quoi pour toi le dossier d'intersaison? Justement, qu'est-ce que tu fais de Sabonis? Qu'est-ce que tu fais de Malik Monk? Qu'est-ce que tu fais de DeMar DeRozan? Qu'est-ce que tu fais de ce trio-là, en fait? Quelle est la direction que tu dois prendre pour la saison à venir? Ça veut dire que tu penses pas qu'ils repartent pas, ils sont pas au 15 octobre, il y a pas tous les joueurs que tu as cités, ils sont plus dans l'effectif. Enfin, pas certains. J'en ai pas la certitude. D'où ma question. Pour moi, la priorité, c'est quel est ton objectif ou quel est l'état d'esprit avec lequel tu entames la saison à venir. Est-ce que c'est run it back ou est-ce que c'est bon, ça suffit, on a bien rigolé, mais tu vois, déjà, alors il a énormément perdu en valeur marchande, mais je pense qu'il maintient toujours une certaine valeur marchande parce que lui, son contrat est quand même hyper team friendly avec ses 12% du cap. Mais heureusement qu'ils ont eu, entre guillemets, un coup de chance avec la prolongation au rabais de Malik Monk l'été dernier. Parce que imagine si Malik Monk était parti, là pour le coup, mais le roster serait vraiment totalement absent. Keon Ellis, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, mais c'est un joueur qui n'est utile que dans un contexte compétitif. Parce que tu le mets dans une situation de défense sur le point of attack, qui est capable de faire des deflections, qui est capable d'être un peu disruptif au ball sur les lignes de passe, mais qui en attaque ne sert pas à grand chose. Donc c'est un joueur, ouais, peut-être que tu vas le prolonger sur un contrat qui va être assez team friendly là aussi. Encore une fois, c'est un bon joueur. Mais c'est un bon joueur que dans un contexte compétitif. Tu vas pas lui donner des reps en tant que ball handler. Il a 25 ans. Enfin voilà, le potentiel est assez limité. Donc pour moi, l'objectif de l'intersaison, c'est quel est l'état d'esprit avec lequel tu vas avoir l'an prochain. Et moi, j'ai envie de dire, je sais pas. Quand on parle de Zach LaVine, j'ai envie de dire, j'espère que les Nuggets, ils vont avoir envie de récupérer Zach LaVine. Tu vois, je te dis une connerie. Tu prends le contrat de Michael Porter Jr., tu prends le contrat de Zeke Nagy, tu échanges contre Zach LaVine. Je suis même pas sûr que les fans des Kings, ils préfèrent ça parce que le contrat de Porter Jr. est plus long. Mais pour moi, tu peux pas run it back avec cet effectif-là. Ça n'a aucun sens. L'effectif n'a aucun sens. D'accord. Attends, on fait un point sur ce qu'on a, sachant que si on refait encore le petit point, Zach LaVine, Sabonis, DeMar DeRozan, prenons les trois là, sont encore sous contrat en 2025-2026 et il y a la player option de Zach LaVine en 2026-2027. C'est-à-dire qu'il y a un monde, et DeMar DeRozan, la fin de contrat n'est pas 100% garantie, mais si tu ne fais rien, c'est un corps de joueur que tu as pendant 2 ans. Bah là, t'arrives à un carrefour, clairement. Ils peuvent essayer, au pire, au début de la saison prochaine, mais je pense qu'à la trade deadline maximum, ça peut trader à tout va. Enfin, il y a des joueurs majeurs, là, les 3 qu'on a parlé, il y en a au moins un des 3, je pense, qui va partir maximum à la trade deadline. Sachant que Demar, au niveau de la valeur marchande, je suis pas sûr. C'est ça qui est fou, ils se sont mis dans la même situation que les Bulls il y a un an. Bah oui. C'est la même situation. Manquerait plus qu'ils trade pour Nicolas Vucevic. Ouais. Non mais ils ont le Valanciunas. Hein. Ouais, Valanciunas, bien sûr. Mais c'est là, franchement, le pire, non pas le pire, mais le truc qui est hilarant. Si t'es pas fan des Kings, parce que si t'es fan des Kings, c'est déprimant, c'est quand t'arrives à la fin de saison et que Sabonis se dit il manque un meneur de jeu. C'est pas comme si t'en avais 2 qui jouaient ensemble. Non, mais c'est un win-win. Hein. Regardez la situation des Kings et regardez la situation des Pacers, c'est un trend win-win. Hein. C'est comme Luka Doncic, Trae Young. Hein. Le swap à la draft, hein, c'est un win-win. C'est pareil.
Le cas Trae Young est quand même 15 fois pire. Enfin, Non, bref. mais je plaisante. Ouais. Finalement, les Hawks ont peut-être gagné. Ce qui est fou, quand même, tu te rends compte que Luka, c'est pas le pire trade dans lequel il était inclus quand même, dans sa carrière. Non, c'est quand même un truc de fou. C'est très fort, mais effectivement, les Kings, je trouve que là, le constat est terrible, quoi. C'est-à-dire que tu as pris Sabonis pour une belle saison. Tu pouvais pas deviner que Haliburton allait avoir ce niveau-là, mais en fait, t'as tradé Haliburton parce que tu voulais être compétitif et que ça marchait pas avec Fox. T'as une belle saison, puis l'année d'après, ça commence un petit peu à s'essouffler, puis l'année d'après, ça s'essouffle vraiment, et du coup, Fox part, et ce que tu récupères en soi, c'est un joueur qui est offensivement est complet en termes de panoplie offensive, en termes de shotmaking avec Zach LaVine, mais qui est absolument pas un playmaker, qui est à peine un connecteur, enfin, c'est terrible pour eux. Là où je serais peut-être moins critique, c'est que pour moi, il y a un problème aussi de développement de joueurs. C'est-à-dire que est-ce que Tyrese fait le début de saison qu'il fait la saison dernière ou à ses pics de performance à Sacramento? Je suis pas sûr. Alors, je veux dire, il y a un moment aussi du côté des Kings et les fans des Kings peuvent le confirmer. Certes, tu peux peut-être remettre en cause certains choix, mais aussi le développement des joueurs, en fait. Il y a un moment, et ça, c'est un truc que j'aime rappeler au moment où la draft s'approche. Faut arrêter de croire que si un joueur ne réussit pas ou réussit, c'est grâce juste à la qualité du scouting report. Non, c'est qu'en fait, le développement de ta franchise est peut-être pas bon. Enfin, à un moment, si OKC arrive à tourner n'importe quel choix de draft en joueur correct, c'est peut-être, certes, ils arrivent à les identifier, mais ils savent les développer. Donc c'est là où c'est ce qui m'inquiète un peu si on peut avancer vers la dernière partie au niveau de comment se sortir du play-in, parce que vraisemblablement c'est une équipe qui aura besoin, comme tu l'as dit, Constant, de descendre comme d'autres pour remonter. La question c'est ils vont redescendre pendant combien de temps, Matt? Est-ce que t'es chaud par rapport à ça? Parce que rappelons qu'ils ont quand même passé 20 piges sans aller en play-off, et là un peu pessimiste sur leur capacité à aller en play-off dans les prochaines années. Bah, c'est ça le problème, c'est que là, t'as l'impression, vu qu'ils ont eu cette disette-là, ils se sont achetés un plancher, ils sont allés en play-off. En plus, c'est juste un premier tour contre les Warriors. Certes, ça a été une belle série, il y a eu plein de narratifs là-dessus, c'était sympa, mais finalement, tu regardes, c'est juste un premier tour, et puis après, il y a plus rien eu. Là, finalement, tu te rends compte que t'es obligé de déconstruire ton effectif. Et c'est vrai que tu as bien fait de le dire. Les choix de draft, je suis pas du tout confiant au niveau de ces Kings. On l'a vu par le passé. Les Keegan Murray, c'est sympa, mais en fait, ils aiment bien drafter des joueurs un peu plus au fit finalement qu'au talent. Ce que t'aimes pas trop faire généralement à la draft. Tu veux plutôt des joueurs au talent, puisque bah tu recherches ce que toute équipe NBA recherche, c'est d'abord avoir la pierre angulaire de son projet. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et puis c'est vrai que oui, au niveau de comment ils les développent, à Haliburton, il y avait quand même des flashs, mais à chaque fois, ils ont jamais vraiment su le mettre, je pense, dans un rôle. En fait, il était toujours un peu derrière Fox, et ils l'ont jamais vraiment mis dans le rôle dans lequel il est maintenant à Indiana. Et bon, leur GM a été viré. J'espère qu'il y aura un changement un peu interne pour changer tout ça. Je pense que ce sera nécessaire pour eux, en tout cas. Je pense que le changement interne il viendra pas parce que l'un des premiers problèmes c'est proprio. Aussi en haut parce que c'est le proprio qui prend ces décisions-là. Et tu vois, tu parlais du cas Haliburton sans faire 20 minutes sur le trade, mais Indiana a su le mettre dans les bonnes conditions au niveau du roster, même si franchement la demi-saison ou les 2 tiers de saison qu'Haliburton joue à Sacramento, effectivement il est derrière Fox, mais c'est quasiment déjà l'Haliburton qu'on a vu à Indiana après. Il y avait quasiment tout déjà dans le jeu d'Haliburton sur la demi-saison qu'il fait aux Kings la deuxième année. Mais oui, effectivement, je pense que c'est une équipe qui peut se faire dépasser par le field, un petit peu comme les Bulls finalement, parce que voilà, les deux franchises ont l'air d'être étroitement liées dans leur destin. Mais je pense que ouais, c'est en fait toute la problématique, c'est tu l'as bien évoqué Ben, c'est qu'ils ont fait 20 ans sans playoff. C'est-à-dire que tu peux même pas utiliser l'argument du faut qu'ils descendent tout en bas, même s'ils ont jamais eu, si je dis peut-être des conneries, mais ils ont pas eu beaucoup de pics dans le top 3, en tout cas, durant ces 3 années-là. Il y en a qui doivent traîner, j'ai pas tout l'historique en tête, mais non, ils en ont pas tant que ça, non. Non, ils en ont pas beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont pas eu beaucoup. Le plus haut auquel je pense, c'est Demarcus qui doit être 5 ou 6. Ouais, Demarcus, il est 5, je crois. Ouais, je crois, il me semble qu'il est 5, Demarcus. Ils ont Thomas Robinson en 4. C'est en 4. Waouh, quel pic d'ailleurs, mais... ouais. Mais après... ils ont Marvin Bagley en 2 aussi. Ah oui, Marvin...
Oh, comment l'oublier? Tu vois, ça a été effacé de notre mémoire carrément. C'est vrai qu'ils ont Marvin Bagley en 2. Mais ils ont jamais eu, par exemple, en gros, ils ont jamais été dans la, enfin, si, la ils y position ont été, des Hawks. mais ils ont pas été dans, comment dire, ils ont pas eu un prospect générationnel. Ils l'avaient en théorie, mais en gros, il y en a d'autres qui sont passés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est juste eux qui se sont foirés, c'est pas qu'il y en a d'autres qui sont passés, hein. C'est qu'ils l'ont foiré, ils l'ont loupé, mais oui, en tout cas, en dehors de Marvin Bagley, ils ont jamais eu des très hauts choix de draft. Mais le problème, oui, c'est que tu peux pas dire faut passer tout en bas, parce qu'ils ont passé 20 ans tout en bas et que la franchise a pas vraiment bougé pendant 20 ans. Donc même le pic même un peu de full tanking. Vas-y. Diaron, il est 5 ou 6. Ouais. 5 ou 6. Donc ouais, je trouve que malheureusement tu peux pas trop avec eux, tu peux pas trop dire faut aller tout en bas parce qu'ils ont testé le tout en bas pendant longtemps. Je suis en train de me refaire, ouais, ils ont Thomas, oui, il est où mon bon vieux Thomas Robinson? Je le vois pas. Bref, oui, en fait, ils ont eu un paquet de choix entre, ils ont 8, souvent 7, ouais, les trucs comme ça, oui. Ce sont des choix pas. Ils ont Keegan Murray en 4, on oublie tout, hein, d'ailleurs. Ouais, ils ont un enchaînement là, et c'est très radiophonique, hein, là, ce que c'est très là, si vous êtes auditeur, vous devez kiffer, mais ils ont quand même un enchaînement. Cousins en 5, Biombo en 7, Thomas Robinson en 5. Ben McLemore en 7, Nick Stauskas en 8, Willie Cauley-Stein en 8, Marquis Chris qui part du côté de Phoenix, et après il repasse avec De'Aaron Fox. Il y a un enchaînement là de 3-4 ans où ils sont tous entre 6, 7, 8, mais par contre c'est horrible. C'est la draft NFL en ce moment, et on dit parfois en NFL que rater un premier choix de draft, ça peut mettre ta franchise dans la... d'autant plus le cas en NBA, hein, rater un choix très très haut, tu peux pas te le permettre, et rater plusieurs années de suite, voilà. C'est compliqué pour ces Kings. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, les gars, sur les Kings? Je sens beaucoup d'inquiétude de notre côté parce qu'on a l'impression de revoir la suite d'un film qu'on a déjà vu et on a peur d'où on va là. On a très très peur. Ok. On était sur des post-mortem moroses, mais c'est la beauté du format. Je vous annonce que certains post-mortem d'équipes éliminées en playoff pourraient être encore plus moroses. On jette un œil du côté du Wisconsin. voilà. On salue le Dain. Oui, effectivement. Et ce qui est bien, c'est qu'il va arriver très très rapidement. Moi, je vous annonce que, en plus, l'ironie est quand même extraordinaire. Je vais pas raconter la vie. Je suis peut-être pas là le week-end d'après. Et bizarrement, il va être éliminé à ce moment-là, je pense. Mais ce sera pas le post-mortem. Ce sera probablement pas le premier post-mortem en termes d'équipe éliminée. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen que ce soit pas le premier parce que je suis préposé. Je vais encore devoir me fournir en Prozac pour enregistrer celui-ci. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous êtes fan, alors vous avez vu, c'était une longue descente aux enfers et on donne beaucoup de courage. Ils en ont besoin aux fans des Kings. N'hésitez pas, on vous fait à chaque fois, on vous le rappelle à chaque fois, de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc. Spotify, je vois vos commentaires. Je sais que vous laissez des commentaires. Des fois, je vais les voir et parfois j'oublie de les publier, je m'en excuse. Et puis voilà. Merci Matt, merci Constant. Constant, la prochaine fois qu'on se verra, je pense que tu seras au second tour. Oui, tu vas pas me dire, tu vas me porter l'œil. Vous menez 3-0, donc on te verra pour le second tour. Au moment où on enregistre, parce qu'au moment où ce sera publié, la série sera peut-être déjà finie. Hein, ouais, le match 4 et le lendemain de l'enregistrement déjà est pas là. Bon, moyen que ce soit au second tour, mais voilà. Le podcast a commencé par Clippers in 6, il se finira par Clippers in 6. D'ailleurs, personne n'écoute à ce moment-là, du coup, la plupart d'entre vous nous ont quittés, mais oui, c'est une période de l'année où je vous invite vraiment à regarder, et personne ne le fera. Mais voilà, envoyez-moi cacahuète en DM si vous le faites sur Twitter, comme ça on va voir si les gens suivent. Je vous invite vraiment à regarder les dates parce que je les mets dans les descriptions de podcasts auxquelles c'est enregistré. Parce qu'en ce moment, c'est assez important. 2 jours, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut! Salut!